Salut les fans d'Auckland, c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino. Mais si, enfin Kino, la nouvelle chronique. Votre nouvelle chronique cinéma qui parle de films nanana. Oh, faut suivre un peu là quand même. Ah oui, le gars qui pompe tout sur le joueur du grenier, c'est ça? Exact. Attends, quoi? Bon, alors Le Stratège ou Moneyball en anglais est un film américain sorti en 2011 et réalisé par Bennett Miller, un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération, trop injustement méconnu alors qu'il a, selon moi, changé la face de l'industrie hollywoodienne à la fin des années 2000. Mais ça, on y reviendra plus tard. Le Stratège donc nous raconte l'histoire de Billy Beane, joué par Brad Pitt, qui, outre avoir un nom de mascotte de flageolet, est le directeur sportif de l'équipe de baseball des Athletics d'Auckland. Tâche rendue bien ardue par le fait qu'il a le budget le plus réduit de la ligue et qui va donc le forcer à se creuser la tête pour trouver une solution pour gagner le titre sans craquer son PEL. Il va donc s'associer avec un jeune statisticien et ensemble ils vont changer à tout jamais la manière d'aborder le baseball en s'appuyant sur des algorithmes. Un film à l'opposé de tout ce qu'on aurait envie de voir donc et qui pourtant nous embarque avec lui gaiement. Le film s'ouvre directement sur l'élimination des Athletics de la compétition après une énième défaite face aux Yankees de New York, une des plus grosses équipes du pays. Défaite qui n'a pas l'air de ravir le héros de notre histoire, qui s'en va passer ses nerfs sur sa radio portative, et on comprend à demi-mot que notre ami pourrait bien être un tantinet, vraiment un tantinet soupe au lait. Bref, après cette fin de saison pour le moins terne, Billy va retrouver le propriétaire de la franchise pour faire un petit bilan et lui explique qu'ils vont perdre leurs meilleurs joueurs attirés eux par de meilleurs salaires, et qu'il lui faut plus de moula pour gagner le titre. Ce à quoi le presse lui répond qu'il est là pour la jouer tranquille avant tout, le maintien, tout ça. Tu as autre chose à me demander? On n'a peut-être pas d'argent mais on a des idées et Billy décide de faire le point avec son conseil des sages pour trouver des remplaçants à pas cher. Il a pas l'air trop convaincu par leur argumentaire de vieux de la vieille. Sa copine est moche. Je vois pas le rapport. C'est signe qu'il a pas confiance en lui. C'est vrai, à chaque fois qu'il entre quelque part, sa queue est déjà entrée depuis au moins 2 minutes. J'aime bien ces mecs-là. Basonnés avec du poil au cul. En général, ça fait de bons frappeurs. Et décide donc de jouer aux devinettes avec eux, mais ils sont décidément pas bien fortiches puisque la réponse c'était le pognon. C'était pourtant facile. Il y a les équipes riches et puis les pauvres. Moi aussi je peux faire la même chose à ce tarif-là. Hein. Tiens, regarde, les hop. Ouais. Ils sont pauvres. Ils ont besoin de quoi? Bah, d'argent. En tout cas, on sent comme un vent de rébellion souffler dans les voiles de Billy qui veut trouver un moyen de niquer tout ce système corrompu. Il part donc à la pêche aux idées chez les concurrents dans ce qui ressemble beaucoup trop à une intro de Gonzo. Voici les gars, voici Billy. Messieurs. Ça papote, ça tente de faire des transferts, mais ça marche pas fort. Il remarque alors que Jonah Hill est dans la pièce, ce qui est quand même marrant, qu'est-ce qu'il fait là celui-là, et que c'est ce dernier qui a toujours le dernier mot. Il va donc le chercher en copiant l'agent Smith et on apprend qu'il est analyste de joueurs. Un petit CP plus tard, il suit Billy dans un parking sombre. Ok, il commence à y avoir beaucoup trop de similitudes là. Bref, Peter, puisque c'est son nom, nous explique que les clubs se fourvoient en se focalisant sur les joueurs comme personne et qu'il faut plutôt acheter des statistiques. Ce qui compte, c'est de pouvoir se payer des victoires. Cette vibrante prise de position humaniste laisse Billy songeur pendant le vol du retour alors qu'il lit ce qui a l'air d'être un très charmant livre de chevet et qui a pour effet de le lancer dans un flashback sur ses débuts, alors que Billy tout jeunot tape visiblement dans l'œil de recruteur. Joli garçon. Recruteur qui le convainc qu'il est une future star et qui devrait signer pro direct sans passer par la case université. De retour chez lui, Billy appelle Peter en faisant ce que j'appelle dans le jargon un booty call de 2h du mat. Oh, quelle heure est-il? Il lui demande si lui aurait fait comme les recruteurs et aurait fait signer le fringant Billy, ce à quoi, très honnête, Peter répond que non, parce qu'en fait, Billy, bah il était pas ouf. Entretien d'embauche validé pour Peter, qui rejoint donc les Athletics. Changement de cap pour Billy, qui décide de suivre la méthode de Peter. En analysant les statistiques à notre manière, nous pourrons déceler chez un joueur une valeur que personne d'autre n'a vue. Il commence donc à rassembler des infos sur une série de joueurs laissés pour compte sur un montage à faire bander toute une école de compta. Mais le reste du staff est pas convaincu. Là, tu chies sur notre travail. En particulier Hart, l'entraîneur campé par un toujours merveilleux Seymour Hoffman, qui, à défaut d'antagoniste, sera notre boum boum bien conservateur du film.
Mais la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe et Billy n'a que faire des critiques. Et il embauche même le directeur de la sécu de Jurassic Park qui déprimait sec devant les programmes de Noël pour jouer... Au premier but. Entre deux transferts, Billy se la joue Californication avec sa fille qui lui fait une petite démo chouetteuse dans un magasin de guitare. Mais on n'a pas le temps. On est déjà à la reprise et au premier match, enfin. Ah non, on verra rien. En effet, Billy, superstitieux, ne supporte pas d'assister au match et c'est en poussant de la fonte qu'il apprend qu'en fait, Seymour ne fait pas jouer les joueurs qu'il a embauchés. Oups. Du coup, l'équipe gagne pas. Pire, elle perd. Et ironie du sort, tout le monde s'en prend à Billy et sa nouvelle méthode. Toujours mesuré, Billy décide d'expliquer à ses joueurs que leur attitude va pas et qu'il faut changer tout ça. Ça, c'est le son de la défaite. Notre sémillant héros essaye de forcer la main de l'entraîneur. Tu veux Peña sur le banc? C'est ça. C'est Atterbury qui va jouer. Mais celui-ci n'en démord pas. Je suis en total désaccord avec toi. Tout simplement. Du coup, Billy décide, avec encore une fois tact et diplomatie, de simplement virer les joueurs que Seymour fait jouer à la place de ses poulains. Voilà. Moi, je te dis que Peña jouera au premier soir. Ça m'étonnerait. Il joue pour Détroit maintenant. Je vire qui je veux quand je veux. Avec ce problème réglé, on commence à respirer et même les joueurs commencent à rentrer dans le jeu. Il y a du pep talk du feu de Dieu. Prouvez-le ce soir. Ouais, je crois. Et le petit moment Rocky qui va bien, on est chaud patate pour le training montage de la win. Donc ça fait victoire, victoire, victoire depuis le bas du tableau. En vrai, si on regarde bien, ils en perdent pas mal, mais on s'en fout parce qu'on arrive à la 7ème victoire de suite. Puis 12, puis 14, puis 16, puis 18, puis 10... Ok, on a compris. Mais on la sent monter l'excitation. D'autant que le record est justement à 19. Et on se prend à rêver. Arrive la rencontre fatidique et c'est là que Billy jette aux orties ses principes et décide d'assister au match. Mais les choses tournent au vinaigre et les Athletics perdent une avance de 11 points. Il faut donc un sauveur, que dis-je, un messie. Et ce sera Doug, l'homme de ménage qui s'entraîne en... Non, je déconne, c'est le gars de la sécu de Jurassic Park qui balance une patate en tribune. Et de vin. Hélas, la réalité est parfois sacrément rude et vous balance des chassés dans la gueule et l'équipe échoue au même stade éliminatoire. On dit playoff quand on a un vrai. Que l'année d'avant. Ce qui fait bien entendu dire que... Personne ne peut réinventer le baseball. Mais faut croire que tout le monde pense pas pareil puisque le presse des Red Sox, une autre grosse équipe de Boston, enfin plutôt Boston. propose à Billy de venir appliquer sa méthode chez eux pour, visiblement beaucoup d'argent, ou alors un très joli poème. Billy décide donc de tout plaquer et de quitter la Californie, mais au dernier moment, on a droit à nouveau à la petite chanson chouetteuse de la fille qui donne des frissons dans la nuque, et Billy décide de rester en Californie chez les Athletics, refusant une offre de... Ah ouais, quand même! Et c'est la fin de Le Stratège. Bon, eh ben j'ai rien compris. Moi non plus. Ça parlait de premier but, de court-circuit, de voler des buts. Ouais, et puis ça parlait de chiffres aussi, enfin... Trop de chiffres. On n'y comprend rien. Grave. Alors, pourquoi est-ce que j'ai adoré? Laissez-moi vous le dire, je trouve que Le Stratège est un des films les plus rafraîchissants de cette dernière décennie. Et je suis pas le seul à le penser puisque le film a été nommé à 6 Oscars, dont celui du meilleur film, à 4 Golden Globes, là aussi pour le meilleur film, et à 3 BAFTA. Bon, là pas pour le meilleur film. Et même s'il n'a rien gagné à part des prix mineurs, il s'est imposé comme une des meilleures surprises cinématographiques de l'année. Parce que personne, et moi le premier, n'aurait misé un copec sur un film parlant de l'analyse statistique dans le baseball. Déjà parce que la plupart des films de sport se pètent méchamment la gueule et sont souvent d'un conventionnel à s'arracher les yeux, mais aussi parce que le baseball est un marché de niche à une époque où les studios visent de plus en plus les marchés étrangers. Et si on ajoute la thématique des stats, là même les Amerlocs tombent de leur siège. Et pourtant déjà le film a été très rentable, mais surtout il a gagné plus d'un tiers de ses recettes à l'étranger. J'ai des gens qui comme vous et moi n'ont a priori pas une affinité folle avec ces sujets. Mais alors comment ça se fait?
Comment est-ce que le film réussit à raconter quelque chose d'aussi chiant a priori? Et surtout, ça appelle une question que je trouve très intéressante. Sur quoi est-ce qu'on peut faire des films? Bon, déjà le film est visuellement extrêmement novateur, mélangeant constamment style documentaire avec des images d'archives et fiction. Ce qui est très risqué quand on y pense parce qu'il n'y a rien de tel pour briser l'immersion. Surtout quand les archives de match et les plans de fiction montrent les mêmes personnages, réels et campés par des acteurs. Sans parler de la différence de qualité, de réalisation, d'ambiance entre des retransmissions de matchs du début des années 2000 avec un film tourné en numérique en 2011. Mais à mon sens, cette prise de risque apporte deux choses centrales au film. D'abord, il permet d'ancrer le film dans une réalité tangible, en appelant pas seulement aux souvenirs des fans des Athletics, mais en permettant à tous de rejouer ces scènes, de les revivre. Le côté niche du film devient alors un peu moins fort. Mais surtout, il se met en porte-à-faux par rapport à la majorité des biopics qui fictionnalisent complètement les événements qu'ils racontent et se contentent de nous balancer un vieux inspiré de faits réels au début pour ensuite nous roter à la gueule leur version pas du tout romancée de l'histoire. L'intrusion de la réalité par ces moments d'archives servent à nous faire ressentir le poids de ces défaites, de ces victoires, bien mieux que ne l'auraient fait des reconstitutions cheap de ces mêmes matchs. Et ça m'amène à mon deuxième point, cette réflexion du film sur les qualités cinématographiques des retransmissions sportives. Je sais pas si vous avez déjà vu une salle de réalisation sportive, maintenant c'est fait. Le réalisateur doit sans cesse jongler entre une douzaine de caméras qui chacune racontent une partie de l'histoire qui est en train de se jouer sur le terrain. Les plans larges, les plans serrés sur les visages concentrés des joueurs, des remplaçants, les ralentis. Il y a un travail de mise en scène fantastique et qui doit se faire en direct. Un match en soi est déjà une histoire avec ses tragédies, ses rebondissements, mais la retransmission va en faire un roman, une épopée. Et Miller a dû être fasciné par cette question de filmer le sport. Là encore, je ne connais aucun film qui ait vraiment réussi à filmer le sport, parce que celui-ci est déjà adapté, déjà scénarisé par la retransmission, par nos propres yeux. Je ne vois que des documentaires comme Les yeux dans les bleus ou encore l'essai cinématographique L'Empire de la perfection qui n'utilisent que des images d'archives pour tenter de saisir l'étincelle du tennis de McEnroe. Deux films formidables que je vous conjure d'aller voir là, maintenant, tout de suite, vous mettez sur pause, vous revenez, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tout ça, tout ça. Alors, pourquoi se lancer dans un projet aussi casse-gueule? Pourquoi Miller reprend un projet déjà en production sur un sujet qu'il ne connaît pas, où deux réalisateurs se sont déjà cassés les dents? Ça, c'est en grande partie lié à ce monsieur, Aaron Sorkin, un des tout meilleurs scénaristes d'Hollywood, qui a notamment travaillé sur Steve Jobs et sur Social Network pour lequel il a gagné un Oscar. Un habitué des biopics donc, mais également du sport, puisqu'il a créé la série Sports Night, qui met en scène une émission de sport fictive, et des médias en général, puisqu'il a également travaillé sur Studio 60 et Newsroom, également sur l'entertainment télévisé. Et c'est cette rencontre de talents entre Miller et Sorkin qui donne une dimension nouvelle au film. Puisqu'en plus d'être un film de baseball et de stats, et je pense qu'il est plus que ça, le Stratège est surtout un film sur le parcours d'un homme constamment jugé, bouffé par les médias. Le problème vient du bureau de la direction, plus précisément de Billy Bean. Médias qui sont tout simplement omniprésents dans le film et qui enserrent Billy, depuis sa jeunesse jusqu'au moindre de ses matchs en tant que directeur sportif. Et il ne doit sa rédemption finale qu'à l'écoute du CD de sa fille, musique qui vient d'ailleurs remplacer la radio. Et ça, c'est une interprétation, mais il y en aurait des dizaines d'autres. Sur l'échec de la critique du sport, sur la paternité, sur les nouveaux moyens d'évaluer, de noter les joueurs et les gens. Sur l'ambition malsaine, il y en a plein. Et d'ailleurs, ces questions sur les nouveaux moyens d'évaluer et de noter les gens et l'omniprésence des médias et de la médiatisation, on les retrouve dans les autres films de Sorkin, à commencer par Social Network. Donc voilà, le film ne réussit pas malgré ces sujets pas très sexy, mais en les sublimant, en les faisant raconter autre chose que ce qu'on pourrait penser qu'ils auraient à dire. Et c'est ça pour moi l'ambition du cinéma, et de tout autre art d'ailleurs. C'est de s'emparer d'un sujet pour le transporter, en faire le reflet à la fois de nos vies, de notre monde, de nos espoirs et de nos peurs. Aucun film ne raconte que son intrigue. Il nous parle toujours à travers lui, à travers sa mise en scène, ses choix de montage, d'autres choses. Et il n'y a pas de sujet bête, inutile, idiot. Il n'y a que des films qui échouent à faire parler ces sujets. Tout comme les réalisateurs sportifs le font avec des joueurs qui après tout ne font que courir après une balle, Miller est parvenu à raconter une grande histoire, un grand drame avec peu. Ah! Eh ben ça m'a bien motivé tout ça. Eh, ça te dit on regarde un match de baseball? Ouais, chaud. Nouveau mauvais lancé
de Jonathan Motet. Un quatrième lancé trop haut. Luc Piquet accède donc automatiquement à la première base sur un but sur balle. Eh bah putain, c'est bien de la merde. Peña. Ok.